avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Margot Fried-Filiosa, sexothérapeute, formatrice et écrivaine ayant publié 5 livres sur les sujets de la relation, de l'intimité et du respect de l'autre. Son œuvre « Mon corps m'appartient », qui nous sert d'ailleurs de base aujourd'hui, est particulièrement utile pour les enfants et les parents. Je le recommande très clairement. Son dernier livre, qui vient de sortir, « Les 5 langages sexuels et si la sexualité pouvait être simple », paru chez Robert Laffont le 19 septembre dernier, s'adresse aux adultes pour explorer l'intimité en toute confiance. Margot s'engage à transmettre des valeurs positives autour de l'intimité, de la sexualité et du corps, ciblant autant les adultes que les enfants et les adolescents. Dans cet épisode, nous allons explorer en profondeur comment, dès le plus jeune âge, nous pouvons enseigner aux enfants le consentement et le respect des limites corporelles et émotionnelles. Margot expliquera l'importance de créer un environnement où les enfants se sentent en sécurité pour exprimer leurs sentiments et leurs besoins et comment bâtir cette sécurité relationnelle au quotidien. Nous plongerons dans des thèmes essentiels tels que l'usage des mots justes pour parler du corps et de la sexualité, ainsi que l'importance de prévenir les abus en donnant aux enfants les ressources nécessaires pour se protéger. Margot nous parlera de la stratégie de construction d'un réseau de soutien composé d'au moins 5 adultes de confiance afin d'assurer un filet de sécurité plus large que celui fourni uniquement par les parents. Vous découvrirez aussi comment aborder les questions sensibles liées à la sexualité et l'intimité sans tabou et comment répondre de manière appropriée aux questions parfois dérangeantes que les enfants peuvent poser. Nous aborderons également la prévention des abus sexuels, les signes avant-coureurs à surveiller chez les enfants et l'importance de signaler toute suspicion de violence sexuelle sans attendre. Pour les parents d'adolescents, Margot nous donnera des conseils sur comment aborder la sexualité en tant que thème sociétal, en favorisant un climat de confiance et de dialogue sans intrusion. Les réseaux sociaux et les médias, bien qu'inquiétants, peuvent également fournir des contenus éducatifs positifs à ce sujet. Cet épisode est une opportunité précieuse pour tous les parents et éducateurs et éducatrices soucieux et soucieuses de l'épanouissement et de la sécurité des enfants. Ensemble, construisons un monde où chaque enfant se sent en sécurité, respecté et libre de s'épanouir pleinement. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser une note avec un max d'étoiles et commenter partout où c'est possible, comme sur Apple Podcast et Spotify par exemple, là-bas je peux même vous répondre. On se retrouve aussi bien sûr sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Vous pouvez aussi réagir en laissant un audio sur l'outil SpeakPipe, même depuis votre téléphone, le lien est en description de l'épisode. Allez, on y va tout de suite avec ma première question. Margot, est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'a motivé à écrire ce livre « Mon corps m'appartient ». Je vous souhaite une bonne écoute. Je suis sexothérapeute. Ce qui veut dire que je reçois que des adultes en cabinet. Et dans les adultes que je reçois en cabinet, il y en a beaucoup qui ont vécu des violences sexuelles. Et pour beaucoup d'entre eux, ces violences, elles ont commencé tellement petits. À un moment où ces personnes, elles n'avaient pas de ressources. Et à qui on en parle? Et qu'est-ce qu'on en fait? Et je sens bien que ça va pas trop ce qui s'était passé, mais j'ai pas les mots pour le dire, je sais pas quoi en faire. Et je garde ça, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 60 ans, toute seule à l'intérieur. C'est vraiment ce premier constat-là qui a fait que je me suis dit, mais c'est plus possible en fait, d'avoir ce tabou autour du corps, autour de la sexualité, autour de la violence sexuelle. On a besoin d'éduquer les enfants. Au-delà, on va parler bien sûr aujourd'hui de la prévention des violences sexuelles, de tout ça, mais au-delà de ça, de faire une vraie éducation en fait, au corps, au consentement, pour qu'on ne se retrouve plus à 60 ans à dire à quelqu'un pour la première fois, quand j'avais 5 ans, 6 ans, 10 ans, il s'est passé ça pour moi. Parce qu'il y a une vraie réalité aujourd'hui, le voile de silence, le voile opaque est un peu en train enfin de se lever sur les violences sexuelles qui sont faites aux enfants. Pour commencer ce podcast sur des notes fantastiques et très joyeuses, mais vous inquiétez pas, ça va aller mieux après, on va quand même parler de ressources, on va parler de belles choses. Je ne sais pas si tu as entendu cette statistique, mais le Conseil de l'Europe a évalué que c'est 1 enfant sur 5 qui est victime de violences sexuelles.
Oh, un enfant sur 5. Est-ce que tu connais 5 enfants, Cédric? Je connais 5 enfants. Tu connais 5 enfants. Donc, statistiquement, il y en a au moins un sur les 5 qui a vécu des violences sexuelles. C'est quand même terrifiant. Le gouvernement français a estimé que par classe à l'école, c'est entre 1 et 3 élèves par classe qui est victime non pas seulement de violences sexuelles, mais d'inceste. Et en fait, ces statistiques, elles font exploser le cerveau de, je pense, à peu près n'importe qui les entend. En tout cas, moi, elles m'ont fait exploser le cerveau quand je les ai entendues. Et du coup, c'est bien beau d'avoir les statistiques, mais il faut en faire quelque chose. Donc, la première chose pour moi, c'est, OK, mesurer. C'est pas un problème qui touche que les autres. Et peut-être que tes enfants à toi, ils sont tout protégés dans un bon cocon. Et peut-être que vos enfants, à vous qui écoutez, sont aussi protégés dans un bon cocon. Mais déjà, peut-être pas. Et puis peut-être, même pas peut-être, c'est une certitude qu'ils connaissent d'autres enfants qui sont victimes de violences sexuelles. Et puis, ce sont des choses qu'on n'a pas forcément envie de regarder en face, tu vois. Mais exactement. Tu sais que la statistique que tu cites sur le 1 sur 10, concrètement, dans une classe, moi, dans l'école de ma fille, elle est dans une classe de 28 élèves. Et j'ai déjà eu cette discussion avec sa maîtresse en disant, est-ce que tu te rends compte que dans ta classe, statistiquement, il y a entre 2 et 3 élèves qui sont victimes d'inceste ou qui ont été victimes d'inceste. Et elle m'a dit, non mais c'est pas possible, Cédric. Et je lui dis, tant qu'on se dira que c'est pas possible, en fait, on n'aide pas. Et c'est vrai que je te rejoins dans cette première étape qui est qu'il faut faire le constat de ça et réussir à transmettre ça aux enfants. Tout à fait. Pour moi, pour contourner un peu ce c'est pas possible qui nous touche tellement directement qu'on a un peu envie de fermer les yeux. Et je suis d'accord que se dire mes propres enfants, c'est pas possible. Bon, ok, peut-être. Ça serait bien qu'on ouvre un peu les yeux sur c'est possible, mais déjà dans un premier temps de dire ok, en fait, c'est un problème de société et on est tous responsables. On est tous responsables de ça, donc parlons-en ensemble pour ouvrir la parole à ça et que ça soit plus un truc caché de côté qui n'arrive qu'aux autres. En fait, de déjà dire que ça me touche personnellement ou pas, que ça touche personnellement ma famille ou pas, ça touche quelqu'un que je connais. Et ça, c'est une certitude. Et je pense que ça rend un peu plus accessible de pouvoir se dire, ok, en fait, ça me concerne aussi. Et moins avoir besoin de se mettre ce truc de, oulala, non, c'est pas ici. C'est en fait, c'est sûr que peut-être même dans sa classe, peut-être qu'elle a une classe privilégiée, cette maîtresse, où il n'y a aucun enfant. Mais dans cette classe, les enfants, ils sont en contact avec d'autres enfants à l'extérieur, où ça existe. Et du coup, pour moi, c'est déjà en commençant à se dire ça. En fait, dans mon réseau, ça existe. C'est une certitude. Ça permet de peut-être se relâcher juste un tout petit peu à l'intérieur et pouvoir dire « Ok, maintenant on en parle ». Pour pouvoir en parler, il faut qu'on puisse bien définir les termes. De quoi on se parle? Tout à fait. Concrètement, c'est quoi l'intimité, le respect, le consentement? Pourquoi est-ce que c'est crucial d'en parler aux enfants dès le plus jeune âge? Intime, c'est ce qui est privé, ce qui nous appartient à nous. Par exemple, dans le livre « Mon corps m'appartient », on a on a slip, c'est stop, limite, c'est intime, c'est privé. Slip, ça couvre mes parties génitales et idéalement la poitrine aussi. Ça va avec soutien-gorge, maillot de bain. Enfin bref, on a fait un petit dessin, ça fonctionne mieux en dessin que dit. En fait, pour moi, il y a 2 dimensions de l'intime. Il y a le corps, les parties qui nous sont plus privées. Et puis, il y a aussi toute la partie émotionnelle. Tout de ce qui est de mes pensées propres, de mes émotions, de ce qui me touche personnellement. Ça aussi, tout ça, c'est intime. Le consentement, c'est un mot, on va beaucoup en parler aujourd'hui, et j'ai plein de choses à dire sur ce fameux mot qu'on entend beaucoup aujourd'hui et qui est fantastique qu'enfin on en entende parler. Mais c'est un mot que moi, j'aime pas tellement. Okay. Je vais te dire pourquoi je l'aime pas tellement. Vas-y. Si tu regardes la définition du mot consentement dans le dictionnaire, tu sais ce qu'elle dit? Non, en toute transparence, non. Consentir, c'est, dans le Larousse en ligne, c'est donner son accord, ne pas s'opposer. Défocalisons des enfants un instant, juste parlons du consentement dans la sexualité entre 2 adultes. Ça te fait kiffer, toi, juste être d'accord, ne pas t'opposer? Non, c'est sûr que je préfère exprimer mon accord et exprimer mon envie, mon désir. Ah voilà, envie, désir. Et c'est un peu un mot qui manque En fait, consentir, c'est pas juste est-ce que je suis d'accord ou pas d'accord, c'est est-ce que j'en ai envie? Est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que ça va me faire du bien? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que c'est autorisé? Enfin, il y a plein de questions qui vont avec le consentement. C'est pas juste... Et en fait, moi, j'aime bien... En ce moment, je parle beaucoup de co-sentir plutôt de consentir. C'est je ressens à l'intérieur de moi ce qui est juste pour moi. Et je sens à l'intérieur de toi et avec toi ce qui est juste pour toi. On ressent ensemble. Plutôt que juste je ne m'oppose pas. Ce qui, franchement... moi, ça me fait un peu mal au ventre quand j'entends ça. Bref, pour en revenir, donc le consentement ou consentir, enfin bref, c'est au-delà de dire oui ou de dire non, je pense qu'on a vraiment besoin d'y inclure toute la dimension de s'interroger.
Est-ce que c'est juste ou pas? Est-ce que ça me fait du bien? Et puis le respect, c'est envers soi et puis envers l'autre. Souvent, on dit aux enfants qu'il faut avoir du respect, il faut se respecter, mais on leur dit pas ce que ça veut dire que de respecter. Et du coup, pour moi, respecter, c'est interroger ce qui se passe pour l'autre, poser des questions pour réellement comprendre et du coup pouvoir agir en conséquence. Si on comprend pas, on peut pas respecter en fait. Et autant son corps que le corps de l'autre. Si on comprend pas ce qui se passe dans son corps, si on sait pas, si on n'a pas les mots, c'est dur de se respecter. Donc pour moi, ça va ensemble. D'ailleurs, respecter, l'étymologie latine, c'est respectare, regarder. Spectare, c'est regarder. Okay, oui. Et en fait, c'est regarder à nouveau et c'est regarder ensemble, en fait. C'est très actif, le respect. Avec la différence, avec la tolérance. Et en fait, aujourd'hui, on enseigne beaucoup le respect comme la tolérance, comme si c'était des synonymes. La tolérance, c'est « ça me va pas, mais je respecte, je laisse faire, je dis rien ». Ce qui n'est pas fantastique, en fait. Le respect, non, c'est une posture active qui demande d'être engagée et qui demande d'aller regarder avec attention pour comprendre pleinement. Et du coup, en faire quelque chose. Et du coup, c'est toutes ces compétences-là de comment on fait pour regarder, comment on fait pour interroger l'autre, comment on fait pour s'interroger soi-même, comment on fait pour discuter de ce qui est juste ou ce qui n'est pas juste, qu'on a besoin d'enseigner aux enfants. Et ça, dès tout petits, plutôt que de leur désenseigner et de juste suivre des règles qui n'invitent pas à cette réflexion intérieure. Et qu'est-ce qui fait que c'est crucial, du coup, de transmettre ça aux enfants très, très jeunes? 2 choses. Enfin, plein de choses, mais les 2 que j'ai là envie de dire à l'instant, c'est... Bon, déjà, la plus triste, peut-être. Donc, tout à l'heure, on a un peu parlé des statistiques sur les violences sexuelles sur les enfants. 81% de toutes les violences sexuelles sont commises sur des moins de 18 ans. Ce qui est quand même énorme. Mais ce qui est encore plus énorme et encore plus terrifiant, c'est que 72% de toutes les violences sexuelles confondues sont commises sur des moins de 11 ans. 11 ans, c'est tout petit. Bah oui. C'est tout minuscule. 11 ans, on ne se dit pas, tiens, on va leur parler de sexualité, de consentement, de prévention des violences sexuelles. On se dit, mais il est innocent, mon bébé. Et c'est vrai qu'il l'est. C'est vrai que c'est trop jeune. Mais malheureusement, on vit dans une société perverse qui vient abîmer ses enfants, en fait. 72% de toutes les violences sexuelles sont commises sur des enfants de moins de 11 ans. C'est déjà la première raison. C'est-à-dire, parce qu'on a tellement tendance à se dire que justement, comme ils sont petits, il faut pas... Enfin, ils sont... Tu vois ce que je veux dire? Il faut les préserver. On pense qu'il faut les préserver, mais justement... C'est ça. Pour moi, c'est en effet tenir compte de la société et des dangers réels. Tu vois, on rejoint ce qu'on disait un petit peu au début. Il faut ouvrir les yeux sur ces dangers réels, première étape, très certainement, pour ensuite se dire, OK, comment est-ce que je les préserve réellement? Moi, de ce que tu évoques, ce que je comprends, c'est que déjà, avoir conscience de ça et parler de ces sujets de consentement et de respect et d'intimité tôt, alors bien sûr à différents degrés, tu vas y revenir, mais ça permet déjà de leur transmettre que, ça leur appartient, comme tu le disais, et deux, que c'est eux qui décident, c'est elles ou eux qui décident s'ils vont laisser quelqu'un ou pas y aller. Et quand je dis laisser quelqu'un, attention, je ne suis pas en train de dire qu'ils sont responsables d'agissements de personnes qui interviendraient, d'adultes qui viendraient les agresser. Mais voilà, par rapport à ce premier chiffre, moi, c'est ce que je perçois. Tout à fait. Et du coup, justement, pour rebondir là-dessus, donc une des choses que j'enseigne très fortement liées au consentement sur les mineurs, et pour exactement rebondir sur ce que tu viens de dire, pas que ce soit eux qui soient responsables, mais en fait, c'est-à-dire que oui, on a besoin de leur enseigner le consentement, pour la deuxième raison que je vais expliquer dans un instant, mais notamment, on a aussi besoin de leur expliquer la loi. Parce que enseigner à un enfant, tu as le droit de dire non, c'est bien. C'est fantastique parce que ça va construire leurs compétences pour plus tard. Et c'est trop de responsabilité pour un enfant. D'ailleurs, c'est pour ça que la loi est enfin aujourd'hui, seulement depuis 2021, on a une loi qui protège les mineurs des violences sexuelles, qui dit qu'aucun adulte ne peut se prévaloir du consentement sexuel d'un mineur de moins de 15 ans. Mais les enfants, ils ne le savent pas. On a besoin de leur dire aussi. Après, il y a aussi toute la question des jeux entre enfants, dont on pourra y revenir si tu veux, mais déjà ça. C'est-à-dire qu'avant 15 ans, tu n'as même pas besoin de te poser la question, en fait. C'est pas est-ce que tu consens ou pas, c'est juste, en fait, non, ça, c'est interdit. Et déjà, ça, c'est enlever une certaine responsabilité. Parce que quand on est si petit, on n'a pas les compétences encore. D'où l'importance de venir les construire. Et pourquoi est-ce que c'est important de commencer tout petit ?
Je me dis que si vous écoutez ce podcast, peut-être que vous êtes familier avec la théorie de l'attachement, avec la sécurité relationnelle. Il y a des chances. Il y a des chances. Du coup, on va pas toute la refaire, mais globalement, la sécurité relationnelle, elle se construit dès tout petit. Et la sécurité relationnelle, c'est aussi savoir que j'ai le droit de dire non. Et le consentement, il s'étend à tellement plus que la sexualité. Le consentement, c'est si je te dis non, tu vas quand même m'aimer. Tu vas pas me rejeter. Tu vas pas m'abandonner. Et si on n'a pas construit cette croyance implicite, automatique à l'intérieur d'un enfant, comment elle va faire quand elle va avoir 16 ans et que son copain lui dit « Tu couches avec moi parce que sinon ça veut dire que tu m'aimes pas ?» et tous ces jeux psychologiques qui vont arriver plus tard. Mais en fait, on a besoin de créer ces mémoires implicites, ces croyances dès tout petit. Ce système d'attachement sécure. Et inversement, je me permets pour le jeune garçon qui dirait ça, mais bien qui sûr, peut lui penser, en effet, avec toute la sincérité, sans être forcément un prédateur, tout à fait. mais que si sa compagne, sa copine ne couche pas avec lui, c'est qu'il mérite peut-être pas d'être aimé, etc. C'est ça. Donc c'est vraiment, ça vient toucher les deux pendants, tu vois. Exactement. Je trouve. Mais bien sûr, ça va dans les deux sens. C'est la sécurité relationnelle. Aujourd'hui, on le sait. Elle se construit dans les premières années de la vie. Faisons en sorte que ces années soient sécurisantes pour que du coup, on ait des compétences. Donc, il y a les mémoires implicites avec ces croyances qui sont juste là. Et puis après, il y a les compétences. Comment on fait pour dire non? Ça me fait penser à une petite anecdote qui m'avait vraiment marquée avec le fils de ma cousine, qui devait avoir 5 ou 6 ans. Un petit bout de chou tellement mignon. Et je le vois vraiment pas souvent parce qu'ils habitent à l'étranger et c'est une réunion de famille. Et moi, j'étais trop excitée de jouer avec ce petit bout de chou. Il faisait un puzzle ou un truc et je commençais à jouer avec lui. Puis au bout de quelques minutes, il me regarde dans les yeux et très calmement, il m'a dit « Je veux que tu partes maintenant ». Et ça m'a rendue trop triste. Okay. Moi, j'avais envie de jouer avec lui. Mais dans ce moment, je me suis dit « Mais qu'est-ce que c'est important que je respecte à ce moment-là ?» Et enseigner le consentement, c'est aussi là. C'est-à-dire que c'est OK, en fait, dans ce moment-là, il n'a pas envie de jouer avec moi. Qu'est-ce que je lui enseigne si j'insiste? Et je lui dis, mais si, joue avec moi, tu vas voir, ça va être bien. Ça vient forcément aussi interroger nos propres constructions intérieures, c'est ça aussi le sujet. Ouais. Bon, on va pas s'étendre là-dessus, mais pour l'auditoire, je le dis, c'est qu'à un moment, si vous sentez que cet enfant, quand il vous dit non, ça vous blesse profondément, il y a sûrement quelque chose à aller traiter avec une personne compétente sur le sujet, quoi. Du coup, comment est-ce qu'on fait, très concrètement, pour aider nos enfants à connaître, à respecter ses propres frontières corporelles et émotionnelles? Alors, tu as déjà répondu en partie à cette question par rapport au fait de laisser dire non, mais voilà, c'est surtout sur le sujet du corps, parce qu'en plus, ça peut être gênant pour certaines personnes. Donc, comment est-ce qu'on fait? Alors, déjà, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, si ça nous gêne, explorer pourquoi. Bien sûr. Moi, j'encourage vraiment à utiliser les vrais mots déjà. Pouvoir dire pénis, clitoris, vagin, anus, testicule. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'on a un coude et qu'on a un zigouigoui? Il y a un truc qui est bizarre dans l'équation, en fait. Et d'un coup, on communique juste le message que on peut pas vraiment dire, on sent bien ou que il y a un truc bizarre. Donc, utilisez les vrais mots, parce que ça va avec. Comprendre permet de respecter. Et du coup, d'avoir juste une attitude, en fait, posée et calme sur ces sujets il n'y a pas de raison d'avoir de honte ou de tabou, ça fait juste partie de notre corps. Une question pour toi. Est-ce que tu sais à partir de quel âge les enfants commencent à se masturber? Je sais pas, ça doit être très tôt, donc je ne sais pas, mais j'ai observé, ma fille en l'occurrence, qui a eu des phases comme ça, j'en avais déjà parlé avec Clémentine Sarlat, et notamment elle en a eu une grande vers entre 2 ans et 2 ans et demi, où en effet, notamment au moment du bain, voilà, il y avait des choses qui se passaient. Pour rappeler la pratique que moi j'ai eue, juste pour les parents qui nous écoutent, c'est que comme c'était au moment du bain, de la douche et que c'était au moment de se rincer, moi je lui demandais, la question que je pose toujours moi, c'est est-ce que ça te gratte ou est-ce que ça te fait plaisir? Parce que ça peut être autre chose que... Tout à fait. Il peut y avoir un sujet de santé. À chaque fois, elle me disait ça me fait plaisir. Et moi, le parti que j'ai pris quand elle faisait ça, c'était que je lui disais écoute, il n'y a pas de souci. Par contre, moi, je sors de la salle de bain, je me mets juste derrière la porte et tu fais ce que tu veux. Et quand tu as fini, tu me préviens. Voilà, je ne sais pas si c'est bien ou mal. En tout cas, voilà, je me suis dit que ça lui transmettait que c'était pas sale, que c'était pas honteux. Par contre, que ça la regardait elle et que c'était pas la place d'un adulte d'être là. Fantastique. Voilà. Donc, je ne sais pas à partir de quel âge l'enfant commence à se masturber. J'adore que tu aies partagé ça et je trouve que c'est une très belle manière de gérer ça.
Et ce que j'aime particulièrement, c'est que tu lui as posé la question, est-ce que ça gratte ou est-ce que ça fait du plaisir? Bah oui. Notamment pour ne pas juste éviter et te dire, ouh là là, c'est juste ça. En fait, peut-être que ça gratte et réellement, du coup, ça pose un problème. Et puis aider à poser des mots. Parce que du coup, le jour où ça gratte, elle saura dire, ah bah, papa là, m'a posé pareil. la question, c'est ça que ça fait comme sensation. Et papa, c'est quelqu'un à qui je peux en parler si jamais ça gratte. Mhm. Et du coup, super. Bravo. Merci. Ce qui est intéressant, c'est quand je pose la question, et la réponse à la question, elle est inimaginable. Du coup, on peut pas vraiment, à moins de savoir, on peut pas savoir. Mais souvent, quand je pose la question, c'est entre 2 et 6 ans que les adultes me disent. Après, tout dépend de ce qu'on veut dire par masturbation aussi. Mais en fait, in utero, on peut voir les bébés tripoter leur partie d'accord, génitale. ok. À l'échographie, on peut voir ça. Ok. Alors, j'appellerais pas vraiment ça, la question était peut-être un petit peu piégée parce qu'il n'y a pas Ouais. vraiment de notion de plaisir. Et en fait, on a besoin de faire la différence, je pense, entre la sensorialité et la masturbation et le plaisir. Les enfants n'ont pas de sexualité, mais les enfants ont une sensorialité. Et en fait, dès la création, finalement, dès le début, ils touchent, ils sentent. Tiens, là, il y a une odeur différente. Tiens, là, quand je tousse, ça fait différent comme sensation. Et donc, c'est des tout petits, en fait. Mais le nombre de parents aussi, de mamans notamment, qui m'ont écrit sur les réseaux en disant oh, quand je change la couche de mon fils, il a une érection. Ouais. Alerte panique. En fait, les organes génitaux, ils naissent, alors pas fonctionnels pour la sexualité, mais fonctionnels pour plein de fonctions autres, en fait. Et du coup, pourquoi dire tout ça? Pour mesurer que, en fait, c'est naturel. Ça fait partie de la vie et ça commence tout petit. Mais en fait, je pense que quand on n'a pas encore été parent, on s'attend pas, on se dit, ah mais ça, c'est les questions pour quand il a 13 ans, pas quand il a 18 mois, ou pas quand il a 2 ans. Enfin, Non, mais c'est vraiment intéressant, je pense, que tu dis en parlant de la masturbation. Le mot masturbation, en effet, il y a une sorte d'adultomorphisme, en fait, C'est ça. quand on le prononce, en fait. Et on même projette. à 2 ans, ou à 4 ans, ou à 6 Bien ans, sûr. c'est pas de la masturbation, c'est de la C'est la sensorialité. sensorialité. Et c'est vrai que voilà, on va projeter notre propre rapport à la masturbation, qui peut être, selon la culture et l'histoire de la personne, plus ou moins complexe, on va dire, et plus ou moins rempli de différents sentiments, que ce soit honte ou etc. Donc c'est important de le savoir. Et moi, ce qui m'interpelle, tu vois, c'est que du coup, quand tu utilises le mot sensorialité, mais en effet, on change de registre et que on n'a pas trop de problème à se dire que l'enfant va explorer la sensorialité des matières, la sensorialité de l'utilisation de ses mains, de la l'intérieur sensorialité de son nez. de l'intérieur de son nez, exactement. Beaucoup avec la bouche aussi, Ouais. des tout petits. Et là, du coup, en effet, est-ce que ça touche à ces zones-là, qui sont des zones, des organes sexuels, mais qui ne sont pas à utilisation sexuelle à cet âge-là. Et là, ça va nous choquer. Alors qu'en fait, c'est en effet une exploration de sensorialité qui va peut-être demander un certain ajustement par rapport à la société, à la protection des enfants, mais j'aime bien ce mot sensorialité. Je vais bien le retenir. Super. Garde-le précieusement. Comment est-ce qu'on peut pas, tu vois, on vient d'évoquer ce sujet d'adultomorphisme, de construction que nous on a, mais comment justement on peut parler de ces parties intimes et du respect qui va avec les enfants, sans les effrayer ou les gêner? Alors, j'ai une théorie personnelle là-dessus, c'est que tu as déjà parlé du fait de nommer naturellement les choses. Moi, je pars du principe que c'est pas forcément on se met des fois, je trouve, la pression en tant que parent en se disant il faut que je lui en parle à l'enfant. Mais en fait, moi, je préfère attendre que ça vienne de l'enfant, et ça vient de l'enfant, parfois quand nous, on s'y attend pas. Et je me dis qu'en fait, c'est aussi ça, c'est que je pars toujours de ce principe que si l'enfant pose une question, c'est qu'il est capable d'en entendre une réponse, alors adaptée à sa demande et à son âge et à son niveau de maturité, bien sûr. Mais voilà, est-ce que ça, déjà, ça te semble quelque chose de pertinent comme approche pour ça? Tout dépend de quoi on parle. Et peut-être que je voudrais qu'on différencie aussi dans notre conversation les violences sexuelles et le consentement et la sensualité, le corps, l'exploration. Peut-être dans un deuxième temps, on va parler de comment on parle et on prévient contre tout ça. Parce que non, les enfants ne vont pas forcément spontanément parler de ça. Et je leur souhaite de ne pas parler de ça spontanément. Donc juste pour clarifier, qu'on sache de quoi on parle, parce que c'est pas la même chose. Alors, je parlais bien sûr de l'exploration, de l'exploration, de demander. Je repense à cette image. C'est pas encore mon garçon puisqu'il a que 4 mois au moment où on enregistre, mais moi j'ai cette image d'un enfant que je connais qui arrive dans le salon alors qu'on est en train de prendre l'apéro en disant maman, pourquoi mon zizi il est tout dur? Bon, on peut revenir sur l'utilisation du mot zizi, peu importe, mais en tout cas il y avait cette question là. Tout à fait. Tu vois, et justement concrètement là, tu vois. Comment on fait? J'ai juste envie de rembobiner un tout petit peu, parce que oui, les enfants vont parler spontanément, mais je suis aussi certaine que toi, tu as créé plein de choses pour qu'ils se sentent libres de pouvoir parler. Et en fait, c'est les deux. C'est-à-dire que c'est créer un environnement dans lequel l'enfant sait que c'est possible de parler, qu'on peut poser toutes les questions. Parce qu'un enfant qui a compris dès tout petit
que valait mieux pas en parler, que papa ou maman c'était pas une ressource ou c'était pas sécure ou qu'il risquait de se prendre une claque ou qu'il risquait de quelque chose, il va pas en parler. Donc déjà ça. Voilà, il faut quand même se sentir suffisamment sécure. Dans un moment comme ça, tout simplement répondre en fait. En fait, moi ce que j'aime bien déjà c'est la stratégie de la question. Parce que souvent quand un enfant pose une question à un adulte, l'adulte a envie de faire quoi? Il a envie de répondre. Et parfois c'est pas de ça dont il y a besoin. Alors là, en l'occurrence, une réponse, ça peut pas faire de mal, mais je repense à un exemple d'un papa qui m'avait écrit sur les réseaux en me disant que son fils de 5 ans lui a demandé « Papa, c'est quoi le goût du sperme ?» Et là, tu reçois cette question, elle est assez fréquente d'ailleurs, je l'entends de plus en plus, parce que aussi les enfants sont de plus en plus tôt exposés à la pornographie, à tout ça. Faut pas négliger aussi. D'ailleurs, la première exposition en ce moment de porno en France, c'est 10 ans. Mais 10 ans, c'est une moyenne. Ça veut dire qu'il y en a qui le sont à 5 ans aussi. Enfin bref, comment on réagit quand notre enfant nous dit « Papa, c'est quoi le goût du sperme ?» Je t'avoue que là... Non mais moi là, tu vois, ok. Ok, mais moi-même je suis pas prêt, tu vois, à cette question-là. C'est ça. Enfin, un enfant de 5 ans, tu vois. C'est ça aussi, c'est que je pense qu'en effet, ça, c'est ce genre de questions vraiment où, tu vois, là, moi-même, je me sens pas préparé à ça, quoi. Et c'est normal. Bien sûr. C'est-à-dire qu'à la limite, papa, pourquoi mon pénis il est tout dur? Tu t'y attendais plus ou moins, et voilà, ok, il est tout dur, ça s'appelle une érection, c'est normal. Bon, bref, avec les mots qu'on veut utiliser, mais là, une question qui nous sort un peu de ce à quoi on aurait attendu. Ah bah oui. Et en fait, pour moi, la question la plus importante dans ce moment, c'est pas de lui répondre en fait. Il n'a pas besoin de savoir ce petit bout de chou, c'est quoi le goût du sperme, et puis même s'il savait, à quoi ça l'avancerait. La question, elle n'est pas là. Pour moi, la réponse à cette question, c'est « Oh, ça te vient d'où cette idée? Qu'est-ce qui fait que tu as ça dans la tête? Où est-ce que tu as entendu ce mot? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire ce mot? Qu'est-ce que tu t'en dis ?» Et en fait, aujourd'hui, on a quand même besoin de mesurer que les enfants sont exposés, surexposés à plein de choses qui n'est pas du tout leur âge. Ils n'ont pas forcément, souvent dans mes interventions, alors ça c'est plus avec des ados, mais je pense que c'est la même chose en fait. Donc dans mes interventions avec les ados, je recueillais toujours les questions de manière anonyme 2 semaines avant l'intervention. Et le nombre de fois où j'avais des questions avec des mots éplés n'importe comment, et la question c'était « c'est quoi la laitance ?» par exemple. Je dis « c'est quoi ça ?» Les laitences, ok, peut-être que c'est le sperme. Ou c'est quoi telle ou telle pratique? Je me souviens plus là d'autres exemples, mais en fait, de mots qu'ils avaient entendus, dont ils n'avaient aucune idée de ce que c'était. Mais du coup, il y a des représentations qui vont avec, en fait. Oui, il y a des idées, et donc avant, c'est-à-dire que imaginez que votre enfant, il arrive probablement avec plein d'idées de qu'est-ce qui s'est passé. Ou peut-être que, là, dans ton exemple, il y a un copain qui lui a dit si ton pénis est tout dur, il va tomber. Enfin, j'en sais rien. Mais avant de donner une réponse... Ou tu vas être sourd. Ou tu vas être sourd, ou j'en sais rien. Grosse légende urbaine. C'est ton pénis, il est tout dur. Qu'est-ce que tu penses qui s'est passé? Est-ce que toi, tu as une idée? Déjà ça, en fait. Parce que peut-être que lui, il a une idée et qu'il vient te demander pour la confirmer. Donc, en fait, c'est un peu l'image, pour moi, d'un verre d'eau qui est déjà plein. Si on continue à rajouter de l'eau, ça déborde, ça ne rentre pas. On a besoin de vider un peu, de dire mais qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que tu en penses? Et à ton avis? Et après, on peut donner une réponse si elle est appropriée. Mais parfois, il n'y a pas besoin de réponse, il y a juste besoin... Exactement, on sait quoi cibler. Ça fait une petite transition pour la suite de notre échange, c'est que ça peut aussi potentiellement permettre, dans les cas les plus tristes et les plus graves, de détecter, je vais dire quelque chose d'horrible, mais c'est parce que c'est papy qui m'en a parlé. Voilà, donc on peut se questionner à cet endroit-là. Justement, pour aller sur ce côté violence sexiste et sexuelle, quelles mesures préventives les parents peuvent prendre pour protéger leur enfant des abus? Alors, je tiens à préciser pour l'auditoire que j'utilise le mot abus parce que c'est celui qui est communément admis pour en parler, mais à titre personnel, en tant que militant sur ces sujets, je préfère le mot agression parce que c'est la réalité en fait de ce qui se passe, et que ça laisserait aussi penser, le mot abus, que il y a un certain niveau, en fait, quand on abuse du chocolat, c'est qu'on en a trop mangé, et qu'il y aura un certain niveau avec lequel on va abuser de l'enfant. Non, il n'y a pas de niveau. Il y a des agressions, il n'y a pas d'agression. J'ai utilisé le mot abus dans la question pour que tout le monde comprenne de quoi on se parle, mais n'hésitez pas à utiliser le mot agression qui me semble plus adapté. Je voulais ouvrir cette parenthèse. Sachant que, donc, on a déjà parlé du fait de créer un climat global, pour résumer un petit peu ton propos, de confiance, d'ouverture vers le parent. Dans lequel on peut poser les mots, voilà, parler des choses, et pas avoir la conversation. Exactement. Avoir les petites conversations au moment du bain, au moment de la douche, au moment de au moment de s'habiller, au moment de... Et puis dans la posture quotidienne d'écouter la parole de l'enfant.
ce qu'il a à dire, même si ça nous paraît ubuesque. Mais du coup, quelle autre mesure peut-être les parents peuvent prendre pour protéger leurs enfants de ces agressions? Plusieurs choses. Aujourd'hui, on a la chance qu'il y a de plus en plus de ressources qui existent à destination des enfants pour comprendre ces mécanismes. Je pense que les informer, souvent on a peur de faire peur. Mais en fait, quand on se sent avoir des ressources, on a moins peur. Justement, c'est-à-dire que si je t'informe d'un danger, mais que je te dis, mais si jamais il se passe ça, c'est ça, ça et ça que tu peux faire, il semble moins terrifiant ce danger. Alors que, en fait, si ça nous tombe dessus et qu'on n'a pas, c'est encore plus terrifiant. C'est intéressant parce que j'ai enregistré récemment un épisode sur la diversification alimentaire où j'expliquais que le fait de m'être formé aux gestes de premier secours par rapport à la diversification, notamment la DME menée par l'enfant avec des morceaux, en fait, je m'étais dit, si dans le pire des cas, il se passe quelque chose, je sais comment aider mon enfant. Et je trouve que ça se transpose très bien, sauf que c'est un sujet peut-être qui est plus complexe culturellement pour nous, ce sujet-là, et qui nous fait peut-être un peu plus peur. Mais voilà, encore une fois, c'est quand on a les ressources pour aider, ça fait un peu moins peur, en effet. Ouais. Donc, on a plein de ressources. Et moi, j'invite tous les parents à acheter peut-être un petit livre. Donc, ça peut être à partir de 7 ans, mon livre, Mon corps m'appartient. Il y a aussi le petit livret de Muriel Salmona, je ne sais pas si tu le connais, Quand on te fait du mal, qui est vraiment super, qui est destiné à destination des petits vraiment, et qui est vraiment très chouette. En fait, il est simple, il a été réfléchi pour les petits, pour donner des ressources, pour comprendre où sont les limites. Et donc, je pense fournir ces ressources, et il y en a plein d'autres qui existent et qui continuent à exister et à se créer, pour donner des ressources aux petits, tout en leur disant... Si jamais il se passe quoi que ce soit, si jamais tu as besoin de moi, si jamais tu es en difficulté, si jamais tu entends quelque chose qui te va pas, tu peux m'en parler, je te croirai, je t'aiderai. Dans le livre Mon corps m'appartient, notamment, on a une ressource que j'aime beaucoup. C'est l'idée des secrets bonheur et des secrets poison. Avec l'idée qu'il y a certains secrets, c'est des secrets bonheur. Comme par exemple, pour l'anniversaire de maman ce week-end, on l'emmène à la plage, mais chut, c'est un secret, on ne lui dit pas. Un secret bonheur, c'est un secret que quand on le garde, ça fait du bonheur à l'intérieur. Ça fait chaud, ça fait oui, ça fait agréable, ça fait pétillant. Un secret poison, c'est un secret que quand on le garde à l'intérieur, ça fait tendu, ça fait serré, ça fait nausée, ça fait triste, ça fait peur, ça fait mal. C'est du poison à l'intérieur. Du coup, la règle, c'est on garde les secrets bonheur, mais pas les secrets poison. Et ça, c'est une super règle pour quand maman, ma copine... Cécile, elle m'a dit que son papy lui faisait ça les week-ends, mais je te dis parce que c'est un secret poison, même si elle m'a dit de pas le dire. En fait, c'est à ça que ça sert aussi. En fait, plein de petites ressources comme ça qui peuvent aider, avec des mots simples, à se structurer à l'intérieur et à savoir quoi faire. Une autre chose que j'encourage tous les parents à faire, et tous les éducateurs et tout le monde d'ailleurs, qui veut aider à protéger un enfant, c'est créer le réseau de sécurité. Le réseau de sécurité, c'est qui sont 5 adultes, minimum 5, à qui tu pourrais parler si jamais tu avais besoin de quelque chose. Et vraiment les nommer, les identifier, peut-être faire une liste, l'écrire quelque part. Pourquoi je dis ça ? Pourquoi 5 et pas juste moi, maman, tu peux venir me dire tout ce que tu veux. J'ai travaillé pendant une période à la maison des adolescents, où on recevait des jeunes en difficulté de 11 à 25 ans. Et un des thèmes qui revenait les plus souvent, c'est « je l'ai jamais dit à ma mère, je l'ai jamais dit à mon père, parce que je voulais pas la stresser, parce que je voulais pas lui faire du mal. Je sais à quel point ça lui ferait mal si il ou elle entendait que... » Au-delà même de la peur peut-être d'une punition ou de ci ou de ça, des enfants qui avaient des bonnes relations avec leurs parents et qui me disaient « il m'est arrivé ça, je pourrais jamais le dire à ma mère, ça la détruirait ». Et en fait, je pense qu'on ne mesure pas parfois la responsabilité que certains enfants vont prendre, mais des petits, pour protéger leurs parents, pour maintenir ce lien. Un enfant pourrait tout dire à son parent, sauf ça par exemple, parce qu'il mesure à quel point ça détruirait son parent et du coup se met en autoprotection. Et en fait, ça ne veut pas dire, si votre enfant ne vous dit pas ça, que vous n'avez pas une magnifique relation avec cet enfant. Ça veut juste dire qu'en fait, il veut protéger cette relation. Et donc, avoir 5 personnes à qui on peut parler, 5 adultes, ça permet, parce que plein d'enfants, en fait, la personne principale, c'est papa et maman. Et puis après, si jamais eux, ils ne sont pas dispo, ou alors si jamais je suis en colo, ou si jamais je suis ailleurs, à qui je peux parler, qu'est-ce que je peux faire, c'est trop limité. Et donc voilà, ces 5 personnes, elles sont vraiment utiles pour ça. Moi, j'aime beaucoup le contenu du compte Consent Parenting et elle parle de ce réseau de sécurité. Et il y a aussi un autre aspect que je trouve très très intéressant dans le fait de développer ça. Bon, elle va loin avec un document qu'on fait signer à ses adultes en disant voilà, cet enfant connaît ses limites, connaît son corps, etc. Il a besoin d'adultes de confiance.
Et il y a aussi un autre aspect, du coup, c'est que, mais qui est vraiment intéressant dans le terme pour se sécuriser, c'est que ça dit aussi à l'entourage proche de l'enfant que cet enfant connaît ses limites. Ouais. Et donc, potentiellement, s'il y avait un prédateur dans cet entourage proche, ça lui indique aussi que cet enfant n'est pas ou plus une cible si facile. Tu vois, Ah, et c'est je trouve intéressant, ça hyper intéressant aussi, Ah, parce que super. tu disais, il y a des choses qu'on ne veut pas regarder. Peut-être qu'on n'a pas envie d'imaginer que son propre père peut agresser sexuellement son enfant. Tout à fait. Mais en tout cas, voilà, si on fait ça, si on sait aussi que voilà, il y a des principes comme la parole de l'enfant sera toujours crue, etc. Je trouve ça aussi sous cet aspect-là hyper Ah, intéressant. c'est génial, j'avais pas entendu ça, j'adore. Tu vois, c'est Ouais. fou, hein, parce que ça vient vraiment aussi protéger l'enfant dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a d'autres astuces comme ça, d'autres pratiques que tu veux nous partager? Peut-être sur les signes qu'on pourrait essayer d'observer chez nos enfants pour se dire, tu vois, même s'ils n'osent pas trop nous en parler, peut-être qu'il y a des signes qui existent, de voir qui se développent quand ils ont été victimes d'agression. J'ai une liste de signes et elle fait 4 pages parce qu'en fait, les signes peuvent se manifester de tellement de manières différentes. Je pense que ce que j'aurais cœur à dire, c'est surtout observer tout changement de comportement soudain. S'il y a des notes qui tombent d'un coup, s'il y a un enfant qui était très joyeux, d'un coup se met à être renfermé. Ce qui est assez intéressant souvent dans mes accompagnements, j'ai des personnes qui ont été victimes et qui me racontent qu'en regardant les photos d'elles-mêmes, petites, elles voient une différence. Elle me dit, ah bah là, jusqu'à 8 ans, j'étais joyeuse. Et puis après, là, dans mon regard, je le vois, qu'il y a un truc qui s'est éteint. Il n'y a pas de signe universel. Ça serait tellement simple. S'il y avait un bouton qui s'allumait, qui disait, je pense que c'est la question d'être attentif, de questionner l'enfant aussi. Sur ma voilà, je vois que tu n'as pas l'air de te sentir très bien, tu peux m'en parler. Mais aussi utiliser des livres, par exemple, ce dont on a parlé. Je pense que c'est tellement plus simple pour un enfant de pouvoir pointer du doigt, de dire ça. C'est ça qui m'est arrivé, que de trouver les mots tout seul pour décrire qu'est-ce qui s'est passé et si et ça. En fait, parfois c'est très compliqué, surtout parce que dans un moment d'agression, l'enfant est en état de stress. Le stress, alors aujourd'hui on sait que les violences sexuelles sont les plus sidérantes. La sidération, c'est quand on est dans un tel état de stress qu'en fait notre cerveau va faire une disjonction cérébrale. L'avant du cerveau, celui qui réfléchit, qui analyse, qui comprend, qui donne du sens, qui enregistre la mémoire, va se déconnecter des zones émotionnelles. Et du coup, sur le moment, on a le cerveau vide, on n'arrive plus à penser, et on a tous déjà fait l'expérience d'un moment de sidération. La sidération, elle est plus ou moins importante selon le niveau de stress. On sait que les violences sexuelles sont les plus sidérantes et que chez les femmes adultes, c'est environ 70% des femmes qui ont été dans un état de sidération au moment de la violence, et c'est 100% des enfants. En fait, c'est impossible pour un enfant de ne pas se retrouver dans un état de disjonction cérébrale, de sidération, oui, et puis il y a un dans un moment comme survie. ça. Il y a un principe de survie. Mais du coup, un des éléments, et ça c'est vraiment important à savoir, caractéristique du trauma, c'est que le récit du trauma est flou, imprécis et changeant. Parce qu'en fait, comme notre cerveau il était déconnecté, qu'il n'a pas enregistré les informations de manière correcte, quand on est sorti de l'événement, c'est comme si la partie du cerveau qui essayait du coup d'en parler, c'est celle qui n'était pas là au moment où ça s'est passé. Et en fait, dans notre société, on a encore trop tendance à dire, mais enfin, si ça s'était vraiment passé, si c'était si grave que ça, tu t'en souviendrais quand même. T'arrêterais pas de changer ton histoire toutes les 30 secondes. Enfin, non, ça serait pas ça. Et en fait, mesurons que justement, plus l'événement était grave et sidérant, plus le récit de l'agression va être flou, changeant, imprécis, parfois incohérent, et que l'enfant va pouvoir vous décrire tous les trous dans le plafond, mais avoir aucune idée de qui c'était. Enfin, il y a vraiment des choses comme ça. Ne minimisons plus en se disant que si c'était vrai, ça devrait être précis. En fait, non, c'est l'inverse. Oui, puis en plus, ça s'applique aussi aux adultes, hein, qui ont vécu des traumas, ce genre de traumas. Moi, il y a un truc que j'ai vraiment appris avec le planning familial, avec nous toutes, c'est il est essentiel que la parole des victimes, quand elle s'exprime, soit accueillie par une personne compétente. Et parfois, si vous êtes, même en tant que parent, mais si vous voyez que ça va vous dépasser, en fait, il vaut peut-être mieux temporiser un petit peu et que le récit soit accueilli par une personne formée à ça, notamment dans le cadre de procédures judiciaires, parce que c'est important. Et c'est pas facile en plus du coup à vivre. Et c'est vrai que ça demande un tout petit peu de formation et de pouvoir soi-même être à l'aise avec ça. Si vous avez la suspicion qu'un enfant est ou a été victime de violences sexuelles, ce n'est pas votre travail de déterminer si c'est vrai ou pas. Il y a une enquête qui a été faite il y a quelques années qui disait que 60% des Français
attendrait d'avoir des preuves avant de signaler un fait d'inceste. Et en fait, souvent les preuves, on ne les a pas. Et puis surtout, quand on est une personne lambda, on n'est pas enquêteur et du coup, on ne les aura jamais, les preuves. Et donc vraiment, c'est important. C'est-à-dire que si vous avez une suspicion, ce n'est pas votre travail d'être enquêteur. Vous aurez probablement jamais les preuves. Signaler, c'est pas briser une famille, c'est protéger un enfant. Donc si vous avez le moindre doute, et même un petit pincement au cœur, un truc qui dit tiens là il y a un truc qui va pas, mon conseil c'est d'appeler le 119. Le 119, c'est le numéro vers enfance danger, et qui eux sont formés et vont pouvoir vous guider vers la meilleure démarche. Donc voilà, que vous soyez parent, prof, éducateur, vous avez un enfant, il vous fait un pincement au cœur, vous dites tiens un truc qui va pas. Que ce soit de la violence physique, verbale, émotionnelle, sexuelle, enfin quoi qu'il soit. Ce numéro, c'est vraiment avec des professionnels qui vont vous guider et du coup faire que vous n'allez pas rester seul avec cet inconfort. Je répète aussi, c'est important pour moi que tout le monde sache que c'est de votre responsabilité légale et civile que de faire un signalement. Et le non-signalement d'une maltraitance faite envers un enfant active votre responsabilité civile et vous expose à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende, ce qui est quand même conséquent. Aujourd'hui, on a besoin d'arrêter d'attendre d'avoir des preuves, d'arrêter d'attendre d'être sûr pour croire les enfants. Donc aujourd'hui, il y a une autre étude qui a dit qu'à l'âge adulte, une personne sur 5 qui a dit en tant qu'enfant avoir essayé de parler de ça n'a pas été crue. Oui. Et on leur a dit que c'était un mensonge et rien n'a été fait. Donc aujourd'hui, croyons les enfants. Et ce n'est pas notre rôle d'avoir des preuves. Et aujourd'hui, on a aussi tellement tendance dans notre société à laisser passer les agresseurs. C'est-à-dire, les gens vont dire « Ah mais je veux pas signaler pour pas risquer d'envoyer le papa en prison ». Vous savez, le pourcentage de papas agresseurs qui finissent en prison, il est tellement insignifiant par rapport à la réalité de la situation. En fait, là, on a besoin d'arrêter d'avoir peur d'envoyer des innocents en prison parce qu'en fait, c'est plutôt l'inverse. C'est surtout qu'on laisse des victimes. Et on laisse plein de victimes, sur le carreau. en fait, continuellement exposées à leur agresseur. Et donc, aujourd'hui, on a besoin de dire et on peut signaler anonymement si on a besoin. Il y a aussi des associations comme nous, avec ce livre, on soutient l'association Papillon qui va dans les écoles et qui met des boîtes aux lettres auxquelles les enfants peuvent écrire pour demander de l'aide et qui font plein de choses. L'association de Muriel Salmona, Victimologie, fait plein d'informations. Enfin, il y a plein d'associations qui existent. Dans le doute, appelez le 119. Vous pouvez aussi directement vous rendre au commissariat. Si là, voilà, c'est le moment, on va porter plainte, on fait un signalement. Il y a plein de choses à faire. En tout cas, restez pas avec le doute. Et j'ai envie de dire, moi, pour reprendre cette expression qu'on entend trop souvent, c'est pas fait pour rester en famille, en fait. Les seules personnes que ça avantage, que ça encourage et que ça protège, ce genre de raisonnement, ce sont les agresseurs. Je pense qu'il faut aussi oser le dire, c'est que voilà, c'est pas fait pour rester en famille. Ce genre de petits trucs, on lave ce linge sale en famille et tout. Après, j'entends des craintes sociales ou autres, mais peu importe le sujet, c'est les enfants. Protégeons les enfants, quoi. Surtout quand ce sont les nôtres. C'est sûr. Avant d'avoir une petite phrase pour terminer et de se quitter, j'ai une petite question qui m'est venue, c'est imaginons que, voilà, moi j'entends tout ça, j'ai bien compris, donc je suis parent de jeunes enfants, j'écoute cet épisode, j'ai eu plein d'idées sur quoi mettre en place, comment créer une atmosphère sécurisante, de confiance pour les enfants, etc. J'ai bien compris l'importance du sujet, mais imaginons que je sois parent d'ado et que j'ai pas fait tout ça. Moi, je savais pas, j'ai pas fait tout ça. Et que maintenant, je me dis, mon Dieu, mais s'il arrive un truc à mon ado, je sais pas, de 14 ans, est-ce que tu aurais quelques petites astuces pour essayer, voilà, de créer ce dialogue qu'on n'a pas fait avant? Alors oui, j'ai même écrit un livre qui s'appelle Sexpérience, les réponses aux questions des ados. Voilà. Alors avec les ados, c'est d'une certaine manière beaucoup plus simple de parler de sexualité avec des tout petits, parce qu'avec les ados, c'est vraiment la construction de l'intimité, de l'individualité, et un ado n'a pas forcément envie de parler à son parent de ces sujets-là. Et ça se comprend. Du coup, pour moi, l'important, c'est de fournir des ressources. Comme mon livre ou un autre, il y en a à nouveau plein qui existent aujourd'hui. Fournir des ressources. Lui dire, si tu as des questions, si tu as besoin de quelque chose, si tu as besoin que je t'amène chez le médecin, si tu as besoin de quelque chose, tu peux me le dire. Je suis là pour y répondre, pour t'aider et t'accompagner. Et puis après, l'adolescence, c'est quand même une phase fantastique où les ados, ils ont plein de choses à dire. Et
j'encourage pas les parents à forcément poser des questions intimes aux ados en disant mais toi, où est-ce que t'en es? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait ou pas avec ton copain? Non, c'est trop intrusif en fait. Par contre, parler de sexualité comme sujet de société, et c'est pas dur à faire parce que la sexualité, c'est un sujet de société. Tu peux pas dépasser un arrêt de bus sans qu'il y ait une pub sexuelle. Tu peux pas ouvrir la radio sans qu'il y ait un fait divers sur un viol. Tu peux pas regarder une série télé sans qu'il y ait de la sexualité. Elle est partout. Et du coup, ça nous donne l'occasion d'en parler en tant que sujet de société. Ah bah là, Lisa et Romain, à la télé, il s'est passé ça et ça. T'en penses quoi, toi? Et en fait, en parler en tant que sujet de société. Qu'est-ce que Romain, il aurait pu faire à la place? Qu'est-ce que Lise, elle aurait pu faire à la place? Ou qu'est-ce que tu te dis là? Putain, on est dans la voiture, on vient d'entendre ce truc à la radio. Mais qu'est-ce que tu te dis? Et c'est là où on peut vraiment faire de l'éducation à un niveau intellectuel un peu plus de réflexion poussée qu'on va faire avec des petits. Et c'est génial en fait. Et les ados, Flash News, ils adorent qu'on leur demande leur opinion. C'est pas nous qui leur disons si et ça. Si on le respecte à la fin. Si on le respecte à la fin. Mais tout à fait. C'est ça aussi, c'est accueillir le truc comme il vient et avec tout le respect que nécessite la parole de l'enfant. Donc les ados sont toujours des enfants, rappelons-le. Mais c'est le même respect. Tout à fait. Notre ado, notre enfant, il a le droit d'avoir son opinion, son avis, et il peut être différent du nôtre. Tout à fait. Et dans cette même ligne de pensée, aujourd'hui, les ados, ils sont beaucoup sur les réseaux sociaux, ce qui peut faire peur à beaucoup de parents. Et à juste titre, il y a plein de choses dont il faut avoir peur sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais par contre, il y a aussi plein de choses très chouettes sur les réseaux sociaux. Il y a plein de thérapeutes, d'éducateurs qui font du contenu à destination des ados. Et du coup, rentrer dans leur monde, peut-être envoyer leur un réel d'éducation sexuelle. Et en fait, il y a vraiment des choses chouettes à faire. Envoyer une vidéo YouTube, envoyer quelque chose qui parle plus leur langage. Et est-ce que ça peut être intéressant aussi, peut-être, vraiment, c'est l'idée qui me vient là, c'est de dire, parce que moi je me dis, bon, là tu vois, je suis au fait de ce qui se passe, peut-être que quand ma fille sera ado le monde sera 10 ans, le monde sera différent, voilà. Est-ce qu'on peut aussi dire, écoute, moi en fait, je comprends pas, j'entends parler, tu vois, mais vraiment, comme tu dis, d'un fait de société, j'entends parler de, je sais pas, imaginons un sujet qui sera là, qui se pose, une violence sexiste, sexuelle, tu vois, imaginons le stiffing, tu vois, je sais pas ce que c'est, j'ai entendu ça à la radio, est-ce que toi tu sais ce que c'est, est-ce que tu peux me dire ce que c'est, est-ce qu'on peut du coup aussi poser son ado comme, je pense que tu sais mieux que moi? Tout à fait. Ça peut être aussi une approche, ok. Pour finir cet épisode, Margot, quel message clé, voilà, si on devait synthétiser un petit peu, ou les messages clés ou prioritaires que tu aurais pour les parents qui nous écoutent, pour les encourager à protéger leurs enfants et à les éduquer, à les accompagner sur ces sujets? Un message clé pour moi, c'est la sexualité, c'est une belle chose qui fait du bien. Je pense qu'on a beaucoup plus à gagner à soutenir l'épanouissement qu'à combattre les violences. Pour revenir à qu'est-ce que ça veut dire respecter, c'est on peut se respecter si on a des attentes hautes. Si on se dit c'est quelque chose qui doit me faire du bien, avec lequel je dois me sentir bien, qui ne m'inquiète pas, qui cause pas stress. Et si c'est pas toutes ces choses-là, c'est que ça ne me respecte pas. En fait, plutôt que d'aller juste lister tous les trucs qui sont négatifs, venir lister toutes les choses qui pourraient bien se passer. Et du coup, ça nous donne ah, mais j'ai le droit de désirer ça, en fait. Je pense qu'une des grandes épidémies dans notre société aujourd'hui, c'est qu'on ne s'autorise pas à désirer assez. Je pense à une cliente, par exemple, et c'est encore une note triste, mais j'ai envie de le dire quand même, que j'ai accompagnée, qui est en train de quitter une relation violente. Et elle m'a dit, Margot, je voudrais que tu m'apprennes à m'aimer moi-même pour qu'avec mon prochain conjoint, quand il m'insulte, ça me fasse pas mal. Et je lui ai dit non. C'est pas ça qu'on va faire. On va travailler à t'aimer toi-même pour que tu choisisses un conjoint qui ne t'insulte pas. Exactement. Et en fait, pour moi, c'est tellement important de comprendre ça parce que nos attentes définissent là où on va se retrouver. Et en fait, si on a l'idée qu'une relation amoureuse, sexuelle, il y a forcément de l'insulte, de quelque chose qui est douloureux et qu'on doit se barricader contre et se protéger. Et de la violence. Et de la violence, mais en fait, on se retrouve dans une dynamique de protection, qui est une dynamique de survie, qui n'est pas une dynamique d'épanouissement. Souhaitant de l'épanouissement à nos enfants, à nos adolescents, aux futurs adultes qui vont être, en donnant les repères que c'est censé être beau, c'est censé faire du bien, ça ne fait jamais mal quand c'est juste pour nous. Quand on s'écoute, quand on communique, quand on se respecte et qu'ils ont le droit d'exiger beaucoup et de vouloir beaucoup de leur relation future, amicale, amoureuse, que non, ils ne demandent pas trop, qu'être respecté, être écouté, être accueilli, c'est pas trop demandé, c'est la base. Et que
sont magnifiques et qui méritent d'être aimés pleinement. Merci beaucoup, Margot. Avec grand plaisir. Merci à toi de ce moment passé ensemble. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarcat.fr. À bientôt.